Dimanche 26 novembre 2023, bonsoir et bienvenue à vous mesdames, messieurs dans ce journal. Les Togolais sont toujours en attente d'une nouvelle nomination à la tête de la Cour constitutionnelle après que celle-ci ait perdu son président. Plusieurs sont inquiets de son caractère incomplet et cette inquiétude fera objet de développement dans ce journal. Une autre chose qui inquiète également, c'est l'emploi des jeunes dans la région des Savanes, principalement selon les résultats d'une étude sur le sujet. 33% de la population de cette région est considérée comme ni en éducation ni en activité. Nous vous ferons le point tout de suite avec Kofi Kligué. En RDC, Denis Mukwege, l'un des candidats à la présidentielle, celui qui est considéré comme le choix du peuple, a confié encore une fois ses promesses aux Congolais hier samedi lors de sa campagne. On y revient. Et enfin au Madagascar, un recours en annulation du scrutin du 16 novembre dernier a été déposé auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Nous irons plus en détail dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Depuis près de 6 mois, la Cour constitutionnelle togolaise a perdu son président. Les Togolais sont toujours en attente d'une nouvelle nomination ou remplacement. Le caractère incomplet de la Cour inquiète plus d'un. Ceci alors que les élections législatives et régionales arrivent à grands pas. Suivez ce récit, il est signé Kofi Kligué. Le fichier électoral est suffisamment fiable, affirmait l'Organisation internationale de la francophonie OIF après son audit. C'est ce fichier qui sera utilisé pour les prochaines élections législatives et régionales. Cependant, nombre d'acteurs politiques se plaignent du rythme du travail de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Depuis le 14 juin que le recensement est terminé, ce n'est que 5 mois plus tard que l'appurement et l'audit du fichier ont pris fin. Aussi, faut-il attendre le chronogramme? Après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, c'est au tour de la Cour constitutionnelle de valider les résultats. Mais à la veille de ces élections, la situation de la Cour constitutionnelle inquiète. Elle n'a plus de président depuis près de 6 mois. Celui qui occupait le poste, Maître Abdou Assouma, est décédé depuis mai 2023. Et depuis lors, aucune nomination à la tête de cette haute institution du pays. Qui pour valider les résultats des prochaines élections législatives et régionales? La question reste posée avec des inquiétudes quant à l'effectivité de ces élections promises avant la fin de cette année. 33% de la population de la région des Savanes est considérée comme ni en éducation, ni en activité, ni au travail. C'est ce que révèle le rapport d'une étude sur l'état des lieux de l'emploi des jeunes dans la région. Le rapport, il a été validé en début de semaine à Dapaon. Voici le compte rendu. Les résultats de l'étude sur l'état des lieux de l'emploi des jeunes dans la région des Savanes ont été dévoilés mardi à Dapaon. Selon le rapport, la région des Savanes a une population estimée à plus d'1 million de personnes. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent plus de 31% de la population avec un taux de déscolarisation de 29%. Cependant, le taux combiné de chômage et de sous-utilisation de la main-d'œuvre est le plus élevé au Togo. Il est tablé à 25,6%. Les jeunes de 15 à 35 ans, considérés comme ni en emploi, ni en éducation, ni en travail, représentent 33% de la population. Cela représente un groupe important d'inactifs. Quant aux mécanismes d'insertion socio-professionnelle, ils ne sont accessibles qu'à 3% de la population. La région des Savanes est considérée comme la plus pauvre du Togo. Actuellement, elle fait face au chômage massif des jeunes et des femmes. Elle est aussi confrontée au terrorisme depuis juin 2021. L'objectif de l'étude était de recueillir des données permettant de dresser le bilan de l'emploi des jeunes. Il a été aussi question d'avoir une idée sur l'offre et la demande de main-d'œuvre dans la région. Elle vient d'être validée, la politique d'orientation scolaire et professionnelle. La vision derrière ce nouveau document mis à la disposition du système éducatif est de promouvoir la culture de l'orientation et disposer d'un système d'orientation scolaire et professionnelle efficace et accessible, répondant aux besoins bien des apprenants que du marché de l'emploi. Promis, nous en dit un peu plus.
Les efforts se poursuivent au Togo dans la perspective d'adapter le système éducatif aux besoins de l'heure et ceux futurs. S'alignant sur le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030, dont l'objectif est d'améliorer la performance du système éducatif, le pays vient de mettre en place sa politique d'orientation scolaire et professionnelle. Une chose est d'aller à l'école, une autre chose en est qu'on s'insère professionnellement lorsqu'on est au bout du processus de formation ou éducatif. Et donc, c'est à ce niveau que l'orientation scolaire professionnelle se positionne pour que ces problèmes de choix de filière, ces problèmes de choix de série ne soient pas faussés dès la base. Le nouveau document présente la situation de l'orientation au Togo, définit le cadre stratégique de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. L'idée est de se doter d'un système d'orientation dynamique et efficace qui pourra contribuer à la formation d'un capital humain de qualité, capable de s'insérer et de répondre aux besoins du marché professionnel. Le système éducatif étant composé de divers niveaux, la politique d'orientation scolaire et professionnelle devra guider et soutenir les apprenants à chaque étape du parcours éducatif. Il devra les aider à prendre des décisions éclairées pour une transition fluide entre ces niveaux d'enseignement en vue d'une meilleure adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché du travail. L'on veut promouvoir une culture d'orientation à la fois précoce et continue et disposer d'ici 2035 des services d'orientation scolaire et professionnelle efficaces et accessibles, capables de répondre aux aspirations individuelles, à l'amélioration des perspectives de carrière et à la croissance socio-économique du pays. De l'éducation, nous en venons à la santé. Elle continue de représenter un défi majeur pour la santé publique à l'échelle mondiale. C'est la syphilis, une maladie sexuellement transmissible capable d'affecter différentes parties du corps. Quelles en sont les causes et l'état des lieux? On en parle dans ce reportage avec Jessica Allo. Problème de santé mondiale, la syphilis est une maladie sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Treponema pallidum. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 7,1 millions de nouveaux cas de syphilis ont été recensés dans le monde en 2020. Au Togo, les décès par syphilis ont atteint 0,19% des décès totaux selon les dernières données de l'OMS. Cette maladie peut être transmise d'une personne infectée à une personne non infectée, principalement par le contact sexuel. La transmission peut se produire lorsque la muqueuse ou les lésions cutanées de la personne non infectée entrent en contact direct avec les sécrétions infectées. Et la syphilis peut également être transmise de la mère infectée à son enfant pendant la grossesse, ce que l'on appelle la syphilis congénitale. Il est également possible, bien que moins fréquent, de contracter la syphilis par le biais d'une transfusion sanguine contaminée ou par l'utilisation partagée d'aiguilles ou d'autres équipements de drogue. Il est essentiel de noter que la syphilis ne peut pas être contractée par un simple contact quotidien comme des contacts sociaux, des poignées de main, des toilettes publiques ou des objets inanimés tels que des sièges de toilette. Si vous pensez avoir été exposé à la syphilis ou à toute autre MST, il est très important de consulter un professionnel de la santé pour un dépistage et un traitement approprié. Le Togo en plein essor dans le secteur des startups s'efforce de surmonter les défis financiers auxquels ces entreprises peuvent être confrontées. À cet effet, le ministère de l'économie numérique annonce le lancement d'une étude stratégique visant à identifier les obstacles spécifiques rencontrés par ces structures en matière de levée de fonds et bien d'autres. Plus de précisions dans ce récit. Au Togo, les startups en plein essor se concentrent essentiellement sur l'innovation technologique et numérique. Le gouvernement, soucieux de les soutenir, a approuvé une loi visant à dynamiser ce secteur. Malgré l'absence du Togo parmi les 1000 premiers écosystèmes mondiaux pour les startups, le pays voit émerger un nombre significatif d'entreprises dans les secteurs du logiciel, du commerce électronique et de la vente au détail. Néanmoins, ces startups font face à des problèmes de corruption, des obstacles commerciaux et des défis financiers. Afin de remédier à ces problèmes, le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale a lancé une étude ciblée sur les besoins de financement des startups togolaises. L'objectif est d'identifier les principaux axes de renforcement des capacités des acteurs locaux, en particulier en matière de levée de fonds pour les projets. Un appel est lancé aux startups, aux incubateurs et aux investisseurs en activité au Togo pour participer à cette initiative.
Il est important de souligner que les réponses sont attendues avant le 1er décembre. Et l'agriculture est également au cœur de cette édition. La filière cotonnière togolaise connaît une baisse de production depuis quelques années. Elle a chuté de 57% par exemple entre la période de 2021 à 2022. Des efforts se multiplient donc pour redynamiser la filière. On fait le point dans ce reportage. La filière cotonnière togolaise, qui occupe une place stratégique dans l'économie du pays, connaît des difficultés depuis quelques années. La production de coton-graines est passée de 116 000 tonnes en 2020-2021 à 50 000 tonnes en 2021-2022, soit une baisse de 57%. Les causes de cette chute sont multiples. Sécheresse, inondations, mauvaise qualité de semences, baisse du prix d'achat aux producteurs et impact de la pandémie de Covid-19. Pour redresser la situation, le gouvernement togolais et son partenaire privé, le groupe singapourien Olam, ont pris le contrôle de la nouvelle société cotonnière du Togo en 2020. Ils ont mis en place des mesures de soutien à la filière. Parmi ces mesures, on peut distinguer la hausse des prix d'achat du coton-graine de premier et deuxième choix à 300 francs CFA et à 280 francs CFA le kilogramme respectivement, la distribution de 82 000 tonnes d'engrais et de 3 000 tonnes de semences certifiées aux producteurs. On note également la mobilisation de la logistique nécessaire pour assurer une collecte performante et un paiement rapide des cotonculteurs, la création des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP pour favoriser l'exploitation mutualisée et moderne de 100 hectares par site et le développement d'une chaîne de valeur autour du coton et de ses coproduits. Ces efforts visent à relancer la production de coton-graines. Cette dernière devrait atteindre 135 000 tonnes en 2022-2023 et 225 000 tonnes en 2023-2024 selon les objectifs fixés par le gouvernement et Olam. Le coton togolais, qui bénéficie déjà d'une bonne réputation sur le marché international, pourrait ainsi retrouver sa place de première culture industrielle du pays. Actualité en Sierra Leone, selon un communiqué du gouvernement sierra-léonais à Freetown ce dimanche matin dans la capitale du pays, précisément dans le quartier Wilberforce, des individus ont tenté d'accéder à une armurerie militaire. Ces derniers ont pu été repoussés, mais à l'issue de ces faits, le gouvernement a ordonné un couvre-feu national immédiat pendant que les forces de sécurité se tâchent de mettre la main sur les suspects. Le ministère de l'Information a fait une publication dans laquelle il a rassuré la population. Nous partons pour la République démocratique du Congo. Et dans l'est du pays, la situation est toujours déplorable. La guerre continue, les besoins s'intensifient, les déplacés en ont marre et l'Organisation des Nations Unies s'inquiète. Retrouvez les précisions sur la réalité que vivent les habitants de cette région du pays. La crise humanitaire inquiète les Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo. De violents affrontements entre groupes armés et forces loyalistes, plus de 450 000 déplacés au cours des 6 dernières semaines dans les territoires de Rutshuru et Masisi au nord Kivu et des déplacés à la merci de la charité internationale. Mais nous ne voulons pas de cette mendicité. À la maison, nous avions des champs, du bétail, nous avions tout. Nous vivions bien. Le plus important, c'est d'arrêter la guerre pour que nous puissions rentrer chez nous. L'accès à l'aide humanitaire est limité aux personnes qui en ont le plus besoin. Des zones inaccessibles restent coupées de l'assistance. Environ 200 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et il faut s'attendre à 100 000 autres les prochains jours si le conflit persiste. Et justement, parlons de cette guerre. L'un des participants aux élections présidentielles de Mukwege promet en faire l'une de ses préoccupations majeures et d'y mettre un terme. Considéré comme le candidat du peuple, ce dernier était à Bukavu hier samedi pour sa campagne et il a également fait d'autres promesses à la population. Un
bain des foules géant, dans une ambiance à la congolaise, à la gloire de Denis Mukwege. Premier grand meeting du candidat à la présidentielle, samedi à Bukavu, capitale du Sud Kivu, à l'est de la RDC. Donnez-moi le pouvoir et je mettrai fin à la guerre. C'est la première chose à faire. Deuxième, nous allons éradiquer la famine. Et troisième, nous allons lutter contre les antivaleurs qui agitent notre société. Le prix Nobel de la paix 2018 a choisi sa ville natale pour lancer sa campagne à la place de l'indépendance, tel un prophète chez lui. Pourquoi toute la nourriture que nous mangeons est-elle importée, alors que nous pouvons la cultiver nous-mêmes? Il n'y a pas d'usine. Nous devons travailler au développement de notre pays. Je pense que le Congo est un don de Dieu et les Congolais doivent prendre ce pays et l'emmener au sommet. Je n'ai pas encore un candidat parce que je les trouve tous des démagogues, en commençant par le premier jusqu'au dernier. Mais la seule chose qui compte pour moi, et je sais que c'est un devoir civique, je dois voter. Donc il me reste encore 2 semaines pour faire un choix qui sera rationnel pour la nation et pour toute la communauté. Le 20 décembre, Denis Mukwege fera face à des poids lourds. Le président sortant Félix Tshisekedi, l'homme d'affaires Moïse Katumbi et bien d'autres. Au Madagascar, alors que les résultats de ce samedi qualifiant le président sortant Andry Rajoelina attendent la validation de la Cour suprême, l'opposant Sidney Randriana Solonieko, lui, réclame l'annulation du scrutin. Retrouvez les précisions. À Madagascar, le candidat Sidney Randriana Solonieko demande l'annulation du scrutin présidentiel du 16 novembre dernier. L'opposant avait bien participé à l'élection face au président Andry Rajoelina, contrairement au collectif des 10 qui s'était abstenu. Il a déposé un recours en annulation pour fraude auprès de la Haute Cour constitutionnelle, mais des Malgaches semblent passer à autre chose. En tant que citoyen, nous savions déjà que Andry Rajoelina allait être élu. Donc la vie continue pour nous, rien ne change. Notre vie sera la même, nous resterons parmi les mendiants. Je suis ravi qu'Andry Rajoelina ait été réélu. Il a fait de bonnes choses lors de son premier mandat et j'étais convaincu qu'il allait gagner. Selon la commission électorale, Rajoelina est réélu avec 58,95% des suffrages exprimés. Ces résultats doivent encore être entérinés par la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, chargée de proclamer les résultats définitifs au plus tard le 4 décembre. Et on rappelle que pour le moment, le collectif des 10, quant à lui, ne s'est pas encore manifesté quant à la saisine de la justice. Nous remontons en Égypte. On l'appelle la culture hors sol ou encore l'hydroponie et elle consiste à faire la culture sur des substrats en utilisant des nutriments et de l'eau. Pratique propre aux Égyptiens, cette manière de procéder présenterait des avantages, de nombreux avantages aux agriculteurs et aux consommateurs. On les découvre dans le reportage suivant. Dans son potager, Nourel Saïd réinvente l'agriculture. Elle cultive sur des substrats avec de l'eau et des nutriments. Ce procédé s'appelle l'hydroponie ou encore la culture hors sol. Il est de plus en plus pratiqué en Égypte. La technique de la culture hors sol nous permet de produire des cultures de qualité selon une méthode très précise et bien contrôlée. Nous cultivons hors du sol, dans l'eau ou ailleurs. مجموعة من التكنولوجيز أو التكنيكس اللي بتعتمد على زراعة النبات خارج التربة بتعتمد على زراعته في المية أو في وسط هوائي. L'hydroponie nécessite plus d'irrigation dans un contexte de pénurie d'eau en Égypte. Mais cela n'inquiète pas Nouran.
La culture hydroponique permet d'économiser environ 90% de l'eau utilisée dans l'agriculture traditionnelle, car elle repose sur un système fermé qui ne permet pas le gaspillage de l'eau dans le sol. Cet avantage est très important compte tenu de la pénurie d'eau à laquelle nous sommes confrontés en Égypte et même dans le monde entier. Deuxièmement, il permet d'économiser près de 60% d'engrais. Pour tout cultivateur, les engrais sont l'un des intrants agricoles les plus coûteux, d'autant plus que les prix sont en hausse depuis 3 à 4 ans. Les entreprises agricoles s'y mettent et les experts ne manquent pas de mots pour vanter les mérites de l'agriculture hors sol. Nous avons un autre problème. Le capital de départ de la culture hydroponique est très élevé. Cependant, elle permet d'éviter de nombreux problèmes liés à l'agriculture traditionnelle, tels que les maladies transmises par le sol, la salinité du sol, la déshydratation et les températures élevées. Elle permet également de cultiver des légumes et des fruits à tout moment de l'année dans la même serre et avec le même équipement. Elle génère également des profits plus élevés. Elle se caractérise par un retour sur investissement rapide. Pour moi, en tant qu'investisseur, cela signifie plus de bénéfices que dans le cas de l'agriculture traditionnelle. Si nous mesurons le rendement, un fédant peut produire 3 à 4 tonnes par an dans l'agriculture traditionnelle, alors qu'ici, un demi-fédant peut produire plus de 120 tonnes par an. En intérieur, avec du sable, du gravier, de l'argile et parfois de l'éclairage artificiel, l'agriculture hors sol se développe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.